Là, on reçoit donc, dans les Tuileries toujours Dominique Potier et Dominique Damour, deux Dominiques le même jour. Dominique Potier, donc, qui est un collègue de la Commission des affaires économiques, qui a été président ou rapporteur de la mission foncier et qui publie un bouquin avec deux autres personnes sur la terre en commun, plaidoyer pour une justice foncière. Donc il y a à la fois un juriste et un professeur de géopolitique qui coopère, et Dominique Damour qui est au conseil d'administration du collectif de lutte contre le projet Europa City. Donc on va partir de là. Brièvement, qu'est-ce que le projet Europa City ? C'est un méga projet de centre commercial avec 500 boutiques de luxe, une piste de ski, un centre aquatique climatisé, et voilà, quelque chose qui est d'un autre temps, bien évidemment. Qui est aux portes de Paris, donc entre effectivement dans le triangle de Gonesse, je crois qu'on appelle ça, mais en gros entre Le Bourget et Charles de Gaulle. C'est la dernière pointe de terre qui entre dans la direction de Paris, à 15 km de la gare du Nord. Ce sont des terres remarquables, 7 à 8 mètres de limon. On n'a pas besoin d'arroser pour que le maïs pousse dessus, alors que quand on part en vacances, on voit que c'est arrosé partout en plein soleil. Là, il n'y a jamais d'arrosage et ça pousse. D'ailleurs, même l'enquête publique qui a été rendue, qui a donné un avis défavorable, a dit que cette urbanisation concerne des terres particulièrement fertiles. Et donc, ce sont ces terres-là qu'on se propose de bétonner, quoi. 670 hectares à peu près. Alors, l'ensemble du triangle, c'est cette surface. Le projet est sur 300 hectares, 80 hectares concernant le Europa City lui-même, et le reste en infrastructure, en bureaux, en route, en parking. Enfin, ça fait une bétonisation de 300 hectares. Et donc il y a une lutte qui s'est menée, qui se mène depuis des années. Alors la lutte a commencé dès qu'il y a eu connaissance du projet, dès 2011, et c'est monté en puissance, puisqu'au début c'était les associations locales, et il y a eu le débat public en 2016, et qui a fait qu'on s'est organisé pour avoir des réunions sur Paris, à permettre à des associations plus larges. Donc il y a FNE, il y a les Amis de la Terre, les Amis de la Confédération Paysanne, et toutes les associations qui peuvent, les commerçants de France aussi, et qui viennent soutenir la lutte. Avec des rendez-vous tous les dimanches et un gros rendez-vous les 4 et 5 octobre. Voilà, donc il y a une réunion mensuelle à Paris tous les mois, le troisième mercredi du mois, et il y a l'entretien de la parcelle sur laquelle on a été amené à cultiver depuis 2017, parcelle dont on est exproprié, éjecté, donc on n'a plus qu'un tout petit bout, mais qui est remis en question puisque le département nous a demandé de quitter l'espace. C'est un espace qui est le long de l'autoroute, qui n'a pas été exploité depuis des décennies. C'est 1000 mètres carrés sur 300 hectares. C'est un confetti. D'accord. Un confetti sur lequel nous cultivons. Et donc, pour répondre à la question de la présence, on va l'entretenir, et depuis le mois de juillet, il y a un rassemblement, un week-end sur deux, où on arrive là à monter à être 100 personnes le dimanche sur ce terrain. Et il y a le rassemblement le 4 et 5 octobre, puisque il est urgent maintenant d'intervenir, parce que la menace maintenant, c'est qu'il y a ce projet Europa City, mais il y a surtout la menace de la gare en plein champ, et dont les travaux pourraient commencer en octobre. Pour une gare qui n'ouvrirait, si elle devait ouvrir, qu'en 2027. Donc on ne comprend pas l'urgence, sauf à vouloir impacter le triangle. Donc c'est un projet qui est mené à la fois par Mullier, donc c'est Auchan, Decathlon, Gémeaux et compagnie, qui est aussi sur le projet de la gare du Nord. Moi ça me tient à cœur parce que j'arrive par la gare du Nord tout le temps, et on me dit que maintenant je vais devoir passer par 50 000 mètres carrés de galeries marchandes avant d'accéder à mon train, et avec un investisseur chinois aussi, je crois. C'est ça, Vanda. D'accord. Dominique, la mission dont tu étais rapporteur, elle avait pour titre, il me semble, protéger et partager. Donc protéger la terre contre l'artificialisation des sols. On sait qu'il y a grosso modo un département, l'équivalent d'un département français qui disparaît. Alors avant on disait tous les 10 ans, après j'ai entendu tous les 8 ans, et maintenant on me dit tous les 5 ans. Donc voilà, quand tu entends ce projet Europa City, qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, moi je me bats en permanence quand je rencontre des écologistes, des citoyens, pour leur dire que la protection des sols, la lutte contre l'artificialisation,
est un combat très important, et je suis à vos côtés dans ce combat, mais qu'on méconnaît trop dans notre pays l'enjeu lié à l'accaparement des terres, c'est-à-dire la concentration des terres dans les mains de quelques propriétaires, de quelques locataires, qui changent les modes de production, qui induisent un mode de production industriel, qui nous éloigne de la polyculture élevage, de l'agriculture à taille humaine, et qui sont à l'opposé de ce qu'est une bonne agroécologie. Et je dis à chaque fois, notre enjeu commun, c'est de maintenir la capacité d'engendrement du monde, comme dit Peggy. C'est la capacité à maintenir la fécondité du sol pour les générations qui viennent. On sait aujourd'hui que c'est entre 15 et 25% de la lutte contre le changement climatique, que c'est l'enjeu numéro 1 de la souveraineté alimentaire, que c'est le trésor de la biodiversité. Il y a plus de biodive sous le sol, sous nos pieds, que par-dessus. C'est énorme. Bon. Donc c'est notre assurance vie. Donc il faut protéger les sols, mais il faut aussi les partager. Parce qu'en les partageant, on les rend plus prospères sur le plan économique, écologique et social. Moi, quand je suis revenu de vacances, là, j'étais parti pendant 3 semaines, je suis revenu, passant de la rocade chez moi, avait surgi dans l'autre temps des garages, je crois que c'est pour Yamaha, Mitsubishi et tout ça, le long de la rocade. Il y a à côté un grand truc Amazon qui s'est créé par chez moi, tu vois, à Amiens avec Lizzie. Et c'est vrai que quand je pense que dans le Tour de France par 2 enfants, la Picardie est appelée le grenier à blé de la France, ça me déchire. Maintenant, je rencontrais une agricultrice là qui se dit c'est pareil, mon terrain il va être bouffé par de la zone logistique. Elle est rachetée par la CCI et ça va être bouffé par de la zone logistique. Il y a un article qui est paru dans le Courrier Picard, les pompiers, ils se plaignent d'avoir trop de tondeuses à passer. Parce qu'on a fait partir les pompiers du centre-ville d'Amiens pour les mettre en extérieur de ville, en bouffant à la fois encore des terres agricoles et en réservant plein de terres autour, ce qui fait qu'ils passent leur temps à passer la tondeuse et ils disent nous notre boulot c'est pas ça. Et on est dans une espèce d'aberration. Moi il y a une question qui se pose de ce fait-là, c'est sur le prix de la terre. Comment on donne une valeur à la terre? Comment on fait que... parce que 1 mètre carré pour un industriel, 1 mètre carré pour un commerçant, 1 mètre carré pour une administration, pour un pavillon, ça ne vaut rien. Le prix de la terre est tellement bas pour faire autre chose. Mais il faut qu'il reste bas pour qu'on puisse renouveler la génération des paysans. Une des forces, on est dans l'après-guerre. La Révolution française, on a franchi du servage et les paysans deviennent propriétaires. Et puis un système d'embourgeoisement, de notabilité qui s'installe. Et après la guerre, c'est le moment des jours heureux, c'est l'alliance des communistes, des gaullistes, des socio-chrétiens. Et autour de Pisani, de Tanguy Prigan et de quelques autres, avec un grand deal avec la jeunesse agricole chrétienne et les jeunes agriculteurs à l'époque, ils bâtissent des lois foncières très régulatrices. Il y a une SAFER qui est la puissance publique qui peut réguler le marché. Il y a des commissions qui disent qu'on donne la terre à celui qui en a besoin plus qu'à celui qui en a les moyens. Et globalement, ça bâtit un système français qui, pendant 50 ans, va permettre une certaine prospérité. L'entreprise grandisse, mais de façon relativement harmonieuse. On n'est pas l'Australie, on n'est pas les États-Unis, on n'est même pas l'Allemagne. On a un système qui a pas mal de vertus, et le GIEC d'ailleurs vient de le souligner. Mais tout ça, depuis une quinzaine d'années, c'est en train de partir. À cause de la crise des subprimes, de l'individualisme et de la compétition entre paysans, à cause du délitement législatif. On a laissé partir des outils qu'on avait, l'État a démissionné de ces questions-là. Et ce qu'on observe, c'est des phénomènes, on ne lutte pas vraiment contre l'artificialisation, si on continue à périurbaniser, à faire du lentissement, etc. On n'a pas encore été assez dur et assez loin. Et on a des propositions dans ce bouquin qui sont extrêmement concrètes et radicales sur cette question de la spéculation et de l'artificialisation des terres. Et puis sur l'accaparement, on a une dérive qui fait qu'aujourd'hui, une affaire foncière sur 2 échappe au contrôle des structures, c'est au contrôle démocratique. On est sur la loi du marché, on est sur un espace rural qui devient une sorte de supermarché low cost. Et la question de la valeur de la terre, la vraie valeur de la terre, c'est celle qui permet, moi je vais répondre François, c'est celle qui permet aux paysans de vivre de son métier et au consommateur le plus pauvre de manger une nourriture de bonne qualité. Et ce prix-là, ce n'est pas le prix des spéculateurs. C'est un prix qui est issu d'une civilisation rurale et d'une puissance publique capable de réguler ce marché, qui permet, j'aime bien le dire, une authentique liberté d'entreprise, qui m'a permis à moi d'avoir 3 associés qui ne soient pas fils de paysans et qui créent une coopérative avec qui on a été paysans pendant 25 ans. Qui permet à des gens qui ont la vocation, aujourd'hui j'en rencontre plein dans les écoles d'ingénieurs agricoles, dans les centres de formation d'apprentis, qui ont la fibre, le métier, ils aiment les bestiaux, ils aiment la terre, ils ont envie de produire, qu'on leur donne une chance de s'installer et que ce ne soit pas pour les plus riches, les plus puissants, etc. Et bien ça, ce modèle-là, il suppose qu'on crée un livret vert. Qu'on mette les sociétés anonymes au même titre. Voilà. Sur Europacity, vous demandez l'arrêt du projet. Quel est votre projet à vous sur Europacity, votre alter projet? Et plus généralement,
qu'est-ce que vous demandez à la puissance publique pour qu'il n'y ait pas de l'artificialisation partout? Alors, pour répondre, les spéculateurs, ils préfèrent acheter de la terre pas chère que de défricher, que d'utiliser les friches qui sont de l'autre côté. Hein. On a la friche PSA qui est de l'autre côté de l'autoroute, qui serait un superbe endroit après tout. Hein. Mais il faut travailler là-dessus, quoi. Il faut dépolluer et tout le reste. Donc les spéculateurs ont quand même beaucoup plus d'intérêt à acheter de la terre pas chère, puisque 5 € au départ, en faisant bien, Mullier vendrait ses boutiques à 5 000 € le mètre carré. Donc c'est quand même, moi je ne connais pas de placement qui permette ça, mais lui il le fait. Alors on a un projet alternatif, puisqu'il y a un groupe d'architectes et de paysagistes et d'urbanistes qui ont travaillé là-dessus, qui est le projet Karma, qui est un projet coopération pour une agriculture métropolitaine et rurale d'avenir. Et là, ça veut dire créer donc, du maraîchage, de l'agroforesterie, ça veut dire des transformations des produits, ça veut dire de la diffusion des produits, et puis alimenter les cantines, les EHPAD, les hôpitaux et tous les plus fragiles en priorité, et puis vendre aux gens localement. Donc c'est pas délocalisable, c'est bénéfique pour nous tous, pour la terre et le climat et tout, et ça veut dire qu'on pourrait y installer des jeunes qui sont prêts à s'y installer. Mais voilà, il faut qu'il y ait une volonté derrière pour que ça puisse se faire. Alors au-delà du contre-projet sur Europa City, c'est un autre projet, c'est pas un contre-projet. De l'alter-projet sur Europa City, Oui. mais pour pas que ça se produise sur des grands projets, mais même sur des petits projets, quelle vision vous avez pour dire, bon bah voilà, il faudrait ça et ça pour qu'on n'aille plus vers le béton partout? Nous, on a fait des recours, hein. On en a plein en cours, il y en a qu'on a gagné, on était contents, et puis il y a eu l'appel de l'État. Donc là on a perdu, oui, à la cour d'appel de Versailles. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a des schémas, des plans, schémas pour le développement durable, schémas pour l'eau, schémas, tout ça c'est très bien. Ça n'est strictement pas contraignant, c'est conseillé, c'est suggéré, mais il n'y a aucune contrainte. Et tout ça dépend complètement de la sensibilité du juge, qui va juger d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que le tribunal de Pontoise a jugé que l'empreinte environnementale, c'était une catastrophe environnementale, ce projet. L'État fait appel de cette décision concernant la création de la ZAC. Et la Cour d'appel de Versailles considère qu'on n'a pas à prendre en compte les nuisances liées au trafic que ça apporterait. L'empreinte CO2 concernant les voitures et les avions, alors qu'on nous vend ce projet pour 31 millions de visiteurs venant de l'international. Tout est saturé dans le coin. Hein. Alors, toi, avant d'être une histoire juridique et de juge, d'appréciation des juges, c'est une affaire politique. Oui. C'est une affaire politique, puisque l'urbanisme commercial, sous Sarkozy, il n'y a plus de régulation entre les différents commerçants pour trouver un équilibre, pour éviter qu'ils se vampirisent, qu'ils se rapassent les uns des autres. On dit c'est la libre concurrence. On tire les prix vers le bas pour le consommateur, au mépris des producteurs et au mépris de l'urbanisme. Il faut simplement que le bâtiment soit un petit peu décoré, quelques arbres, un peu de verdure, de tonte, etc. Et on fait du greenwashing. Et à partir de là, il n'y a que des contraintes d'urbanisme classique, mais il n'y a plus d'urbanisme commercial, de régulation. Donc le jugement de Versailles, me semble-t-il, est inspiré d'une loi de la République qui enlève toutes les questions liées à la concurrence des emplois et des opérateurs. Donc c'est pas neutre. Et puis globalement... Non, je suis quand même... Moi j'ajouterais un truc. ça, c'est un renversement. Toi Dominique, tu es ministre de l'Agriculture. Zéro artificialisation. Mais non, comment tu fais? plus précisément, c'est non-dégradation nette. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait, ça va vous amuser, mais c'est Giscard d'Estaing qui le fait, le littoral français, on arrête de construire. Et c'est ça qui sauve le littoral français. La force du littoral français, c'est l'interdiction d'ailleurs. Ils ont essayé récemment d'y revenir en disant entre deux maisons, on pourrait faire une autre maison, etc. Ils ont essayé d'y revenir. Mais pendant X années, depuis Giscard, on n'a pas notre littoral si attractif pour les Français et pour les autres, c'est parce qu'il a été protégé sur le plan de l'esthétique, de l'accès au front de mer, etc. Donc c'est bien la loi qui protège nos biens communs. En l'occurrence, sur la Terre, si c'est notre assurance vie, je leur dis, biodiversité, changement climatique et quand même souveraineté alimentaire, 9 à 10 milliards d'habitants, etc., alors il faut absolument que chaque parcelle de terre, chaque modèle agricole, et le CETA était le contraire de ça, soit valorisé parce qu'on aura besoin de tous les paysans et de toutes les parcelles de terre du monde pour nourrir le monde. Ça, c'est une chose qui n'est pas discutable. On a besoin de... Donc je suis ministre de l'Agriculture. Je protège le sol agricole
par des documents d'urbanisme qui ne soient pas aussi soft que ceux et aussi soient interprétables que ceux contraignants. qui soient vraiment contraignants. C'est-à-dire, il y a des plans locaux d'urbanisme intercommunaux partout. Ils sont adossés à des schémas de cohérence territoriaux qui sont prescriptifs et pas seulement indicatifs. Bref, on arrête d'en parler, on le fait pour de vrai. Mais attends, Plutôt que zéro artificialisation, j'aime mieux le concept qui est développé par Benoît Grémont-Pré, qui est celui de non-dégradation des terres. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on fait une opération, parce que parfois il faut faire l'aile d'un hôpital, parfois il faut quand même faire 3 maisons, etc., on peut comprendre qu'il y ait un tout petit peu d'artificialisation, mais elle doit être intégralement compensée en termes de plus grande fécondité des sols ailleurs ou de qualité agricole ailleurs. Donc c'est dans une toute petite mesure et c'est largement compensé en termes de production biodive, alimentation, etc. Bref, ce concept de NDT, non-dégradation des terres, ce classement de la terre dans les biens communs de la nation, à l'article 101 du Code de l'environnement, et tous les documents d'urbanisme ad hoc, ça nous donne une armature pour protéger la terre. Et dès lors, j'en suis persuadé, nous trouverons les moyens, par la lutte contre la spéculation, les taxes sur la spéculation foncière et immobilière, de financer la seconde vie des sols. François, quand tu es venu chez nous, tu as vu non seulement qu'on avait fait la reconquête coopérative avec des groupements de citoyens des friches viticoles de nos territoires pour installer des nouveaux viticulteurs en bio et autres, mais on a également redonné vie à un ancien hôpital militaire, on a redonné vie à un ancien site industriel de Michelin, et ça parce qu'on a investi des moyens publics communs dans la nouvelle vie des sols. Donc on peut refaire de l'activité, c'est pas zéro activité, c'est qu'on redonne une seconde vie aux produits, c'est notre économie qui protège nos biens communs que sont les sols naturels et les sols agricoles. Encore une fois, on en a les moyens, c'est une question de volonté politique et ça ne peut pas être envoyé à la vertu des maires ou des intercommunalités. Ça demande là, il y a puissance publique. une espèce d'alliance négative, excuse-moi, mais de temps en temps, les agriculteurs, ça peut ne pas leur déplaire de temps en temps de vendre leurs terres à un bon tarif aussi. Et ça arrive, tu vois. Alors certains sont propriétaires, certains, oui, peuvent être intéressés par la plus-value d'un terrain. Et d'autant plus qu'ils peuvent être dans une situation difficile ou même ça va être difficile par l'appât du gain. Ça, c'est pas humainement, ça peut être compris. Ce qui compte, ce qui m'intéresse, moi, c'est la position des organisations agricoles. Et sur ce point, elles sont plutôt unanimes. Après discussion en leur sein, mais elles sont plutôt unanimes à choisir le fermier, à choisir la régulation du marché foncier par rapport à cette bulle spéculative qui nous amène dans le mur. Donc là-dessus, il ne faut pas écouter l'hésitation personnelle et le déchirement entre l'héritage de ses enfants et sa retraite et puis l'avenir de l'agriculture. Il faut faire confiance aux organisations et je veux leur rendre hommage. Dans leur diversité, elles ont choisi l'intérêt général, le renouvellement des générations. Et François, la question que tu ne m'as pas posée mais à laquelle je veux répondre, c'est qu'il nous faut une loi foncière. Il faut une loi foncière pour protéger, pour éviter d'autres Europa City. Il nous faut une loi foncière pour éviter l'accaparement des terres. Alors, ça fait 2 fois que le président de la République annonce une loi contre les investissements étrangers pour les jeunes, mais on ne voit rien venir. Le ministre de l'Agriculture consulte. Ça fait 3 fois, 4 fois, tu en es témoin, que je pose la question dans l'hémicycle, qu'on fait des tribunes, on organise un colloque, où vont être côte à côte les syndicats et les ONG prochainement pour dire que la terre est notre bien commun. Le GIEC va venir nous dire à quel point le sol est notre ressource pour le futur. Mais il faut cette loi rapidement. Je vais simplement dire que pendant 1 an ou 2, qu'on discute de cette loi, ça ne me choque pas, parce qu'on parle de propriété, d'une civilisation rurale, des paysages, de l'alimentation, de l'avenir du monde. C'est normal, le débat démocratique, il a sa place. Par contre, il est urgent qu'on prenne quelques mesures immédiate pour stopper la spéculation et l'accaparement des terres. Parce que les conséquences à Europa City ou dans les plaines d'Amiens, en Picardie et sur nos terres de Lorraine, elles sont les mêmes. Une fois que les terres sont accaparées ou artificialisées, c'est pour toujours. Donc les conséquences sont irréversibles. Et dès lors qu'on va annoncer un processus de régulation publique que nous appelons de nos voeux, ça accélérera le mouvement que j'appelle bandit, de ceux qui ne respectent pas le pacte de la nation et de ses paysans et de l'avenir du monde. Et donc il nous faut des mesures immédiates qui stoppent. On demande un gel maintenant avant d'aller vers une autre loi ensuite. Mais dans quelle mesure tu peux avoir confiance ou espérer d'un gouvernement qui a voulu faire l'inverse puisque tu étais sur la loi littorale? Et moi d'abord, c'est peut-être... Même au président. L'urgence climatique. J'ai entendu hier que François Ruffin en appelait à la conscience du patron de Total sur son amour de ses enfants, des gorilles, etc. Dès lors, je ne peux pas ne pas faire confiance au président de la République sur sa capacité à porter une grande loi d'intérêt général. Finalement, ça ne coûte rien. Ça demande du courage politique, ça a des gagnants et des perdants. Mais je crois que ce serait un grand acte qui poserait. Et puis je crois beaucoup dans le pouvoir de la société civile, parce que j'ai l'expérience que tu n'as pas eue, mais que tu as regardée. C'est celle d'un gouvernement qui ne voulait pas trop la loi devoir de vigilance. Mais quand la société civile, elle se mobilise là, mais je la vois également dans l'Indre autour de notre collègue Jean-Paul Dufresne, auprès de plein de gens.
il y a des marcheurs qui sont intéressés, il y a des républicains qui m'interpellent sur le même sujet. Bref, quand la société civile, elle bouge, que les syndicats se mobilisent, je pense au JA, à la Conf, à la FNSEA, etc. Quand on a des ONG qui prennent conscience qu'il n'y a pas que l'artificialisation, il y a également l'usage et la concentration des terres, les modèles d'agricole. Quand tout ça est en train de bouger, ça finit à un moment donné par s'imposer et je crois profondément non seulement en l'homme mais en la démocratie. Donc on mène un dossier société civile qui est en train de s'unifier sur ce sujet majoritairement. On a des parlementaires qui, au-delà même de la gauche, sont peut-être en train d'être rassemblés sur ce point. Donc un jour ou l'autre, l'exécutif, il va bouger. Il faut qu'il bouge le plus vite possible, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on rate et tout le temps qu'on perd, c'est irréversible. Et je pense quand même une chose, c'est qu'il va falloir inclure dans toutes les lois, tous les projets, tout ce qui est écrit, que la priorité n'est plus le développement économique à tout crin, qu'il y a d'autres urgences et que ça doit passer sur le reste. Et que tous les projets qui nécessitent plus de transport, plus de déplacements, faut les empêcher. Enfin, faut pas les empêcher, il faut les interdire. On passe à autre chose. Que ce soit vers le Canada ou vers le triangle des Gonesse, on est d'accord. Hein, non mais voilà, c'est quand même important. Le dernier mot, c'est à l'échelle internationale, l'accaparement des terres, c'est pire que les guerres en termes de misère et de violence. Donc c'est pas un sujet local, c'est un sujet mondial. Et ce qui se passe là, c'est un peu un laboratoire du futur. Merci. Pour ce que vous faites. Je peux citer Dominique. Rendez-vous le 4 et 5 octobre sur Europa City à partir d'un lieu particulier. Alors, le rendez-vous, on fait une marche de Gonesse à Matignon. On part de Gonesse le vendredi matin et on arrive à Pantin le vendredi soir. Le soir, il y aura musique, repas, venez nombreux, c'est bien. Et on repart le lendemain matin de Pantin, on va sur Paris, place de Stalingrad, avec rassemblement, place de l'Hôtel de Ville. Et là, il y aura une manifestation qui partira à 14h30 de la place de l'Hôtel de Ville pour aller sur Matignon. Pourquoi Matignon? Parce que le dossier de Europa City est actuellement sur le bureau d'Édouard Philippe. Et on attend et on aimerait bien être reçus en délégation. Donc on a besoin d'être extrêmement nombreux parce que si on n'est pas 4000 dans la rue, évidemment... Je peux citer un passage de Benoît Grimont-Pré, qui est l'un des auteurs et qui est juriste et qui dit qu'il faut passer d'un droit sur le sol, pris uniquement à travers les prérogatives du propriétaire, à un droit du sol et à un droit au sol. Donc un droit du sol, c'est-à-dire préserver le sol, et un droit au sol pour l'installation des agriculteurs. Voilà. Ok, merci à vous. Merci. Merci.